Bonjour à tous, merci d'être là pour écouter cette présentation donc, sur un projet assez long qu'on va essayer de vous résumer en 30 minutes et puis qui a porté sur l'étude d'effet des fluides de coupe sur la résistance à la coupure et à la perforation des gants de protection. Alors pour fixer rapidement le contexte de ce travail, on a été en relation avec différentes entreprises du secteur de la fabrication, de la transformation de produits métalliques, dans lequel le risque principal, c'est le risque mécanique, en gros risque de coupure ou de perforation. Il se trouve également que dans ce secteur industriel, il y a aussi une coexistence d'un autre type de risque, qui est le risque chimique. En l'occurrence, quand on fabrique ou qu'on travaille du métal, on va souvent utiliser des fluides de coupe. Donc le risque majeur, c'est donc le risque mécanique, il y a un risque chimique, mais on se demande aussi quelle pourrait être l'influence de la présence de ces fluides de coupe sur la résistance mécanique des gants qui vont être utilisés. Et si on élargit encore un petit peu le portrait, ça pose vraiment la question de l'achat des gants, dont on connaît la résistance mécanique à l'état neuf, mais qui vont bien sûr subir, outre l'effet des fluides de coupe, l'effet du milieu de travail, l'usure associée à ce milieu de travail. Et donc, de manière parallèle avec la protection respiratoire, on peut se poser la question d'un temps de service pour les gants, comme on se le pose pour la protection respiratoire. Alors, quand on propose des gants ou quand on choisit un gant, bien sûr, la protection, c'est important, mais la dextérité résiduelle, je dirais, est à considérer parce que ça pourrait être une cause une non-acceptation de gants en milieu de travail. Alors j'ai pris la décision de ne pas vous montrer des belles photos de plaies, mais je vous demande de croire ça existe et j'ai préféré vous montrer ces chiffres de la CNESST concernant les lésions acceptées donc sur la période 2013-2015, sachant que pour la période 2015, il y a une maturité de 2 ans et demi contre 3 ans en 2013 et 2014. Donc sur la première ligne, vous pouvez voir le nombre total de lésions acceptées pour l'ensemble des secteurs professionnels au Québec et puis ensuite pour la fabrication de produits métalliques. Donc on parle de 2700 cas en moyenne annualisés et parmi ces 2700 cas, il y en a 751 qui concernent le poignet, soit la main, soit le doigt. Donc en gros, un gros quart des lésions qui arrivent sur la main et ses alentours. Dans ces 751 cas, on en retrouve 404 qui concernent des coupures, des lacérations, des plaies ouvertes ou des piqûres. Donc là, c'est 50%, en gros, une lésion sur 2 qui revient ou qui est associée à un risque mécanique présent sur le lieu de travail. On parlait des fluides de coupe tout à l'heure et du risque chimique. Là, on voit que c'est beaucoup moins visible à travers les statistiques de la CNESST. Donc les fluides de coupe, c'est, comme je vous le disais, quelque chose qui va servir à faciliter le travail du métal ou à le protéger ou à lubrifier les différentes machines qui vont travailler le métal. Les fluides de coupe, c'est une grande famille d'huiles. Des compositions très très différentes. Là, je vous ai mis les grandes familles, des huiles minérales, des huiles animales, des huiles végétales, des huiles qu'on peut diluer à l'eau, qui ne sont pas diluables à l'eau. Mais je dirais que c'est des centaines de molécules, un mélange de molécules important. Ce qui fait que c'est difficile de caractériser ce genre de fluide ou ce genre de liquide comme on peut caractériser des solvants, par exemple. Et d'autant plus qu'on leur ajoute tout un tas de produits pour améliorer certaines de leurs propriétés. Alors ces composés en tant que tels, ils peuvent être responsables de dermatose principalement. Mais si on regarde un peu dans l'ancienne littérature où les fluides de coupe ou les huiles étaient moins raffinées, on avait présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont des composés cancérogènes. Donc quand on parle d'huile ancienne et puis peut-être d'huile utilisée actuellement qui sont beaucoup chauffées et peut-être pas assez changées souvent, il peut y avoir ce genre de risque qui apparaît pour la santé. Donc ceci étant dit, maintenant, on a essayé de restreindre l'objectif de ce projet, qui encore une fois était très très large, à caractériser de manière concrète l'effet de ces fluides de coupe sur la résistance mécanique des gants de protection, à la fois en laboratoire, mais aussi en milieu de travail. Alors la présentation va suivre l'énoncé des 3 sous-projets. À savoir, dans un premier temps, je vais vous montrer un peu comment on met en évidence cette perte de résistance, si effectivement il y en a une, en laboratoire. Et puis on va essayer de faire la même chose sur des milieux de travail, dans des milieux de travail. Mais avant d'aller dans les milieux de travail, on va essayer de sélectionner des gants. Et on va vous présenter la manière dont on a sélectionné ces gants avant d'aller enfin les tester en milieu de travail et puis constater l'effet des fluides de coupe. Donc pour ce qui est de la mise en évidence de cet impact des fluides de coupe sur la résistance mécanique, la première étape, c'était le labo.
L'ASP Multiprévention nous a mis en contact avec 2 compagnies qui étaient déjà dans ce milieu, puis qui nous ont communiqué les gants qu'ils utilisaient et puis les fluides de coupe qu'ils utilisaient. Ça, c'était notre base pour mettre en évidence un éventuel effet. Donc la méthodologie expérimentale était assez simple, hein. Prendre les gants qu'on a pu récolter sur le terrain, donc les gants à l'état neuf, et puis les exposer de cette manière pendant différents temps aux fluides de coupe utilisés dans la compagnie. Le temps d'exposition une fois écoulé, on faisait des tests de perforation et des tests de coupure avec une analyse statistique peut-être un peu plus élaborée qu'à l'habitude pour essayer justement de détecter ces effets. Alors, sur ce graphique, vous pouvez voir sur l'axe abscisse les différents gants qu'on a pu tester. Juste au-dessus, vous avez le nom des fluides auxquels ces gants ont été exposés et puis là, la force de coupure dans ce cas-là, donc la résistance à la coupure. Donc pour essayer de faire parler ces données, on a agi avec différents niveaux, je dirais, d'un point de vue statistique. Dans un premier temps, on a identifié les différentes sources de variabilité qui pouvaient expliquer les différences dans la résistance mécanique observée entre les gants neufs et puis les gants exposés. Et on se rend compte à travers cette analyse, je dirais, globale, que bien sûr le gant a un effet. En effet, il y a des gants différents, donc on pouvait s'attendre à ce que le gant ait un effet sur le changement de résistance mécanique. Mais on se rend compte aussi dans une moindre mesure que l'état du gant, donc exposé ou non exposé, a également une influence, même si son seuil de signification est peut-être proche de la limite qu'on s'était fixée à 5%. Si on regarde les résultats de manière individuelle, c'est-à-dire exposé, non exposé pour un type de gant, on se rend compte que si on laisse de côté les statistiques 5 minutes, il y a bien 18 cas sur 24 où la résistance a baissé, mais il n'y en a aucun qui est statistiquement significatif. D'où l'idée d'avoir une approche dichotomique. On regarde de manière globale, puis on regarde gant par gant ensuite. La raison qui explique la non-détection de point de vue individuel de l'effet des huiles de coupe, c'est qu'on a beaucoup de variabilité sur ces mesures expérimentales. Mais ceci dit, au global, on a une influence, et une influence à la baisse sur la résistance à la coupure quand il y a des fluides de coupe. Même travail sur la perforation. Donc, encore une fois, le gant a un effet. Alors, si vous regardez là les niveaux de résistance à la perforation à l'état neuf, on voit qu'il y a bien une grande différence entre les gants. Puis celle-ci, elle se retrouve aussi sur les gants usagés. Donc, on confirme facilement l'effet du gant sur la résistance, l'effet des fluides de coupe sur la résistance à la perforation quand on change le gant. De la même manière, sur l'état du gant, les statistiques nous disent que globalement, il y a bien un effet sur la résistance à la perforation. Et cette fois-ci, contrairement à la perforation, on arrive à avoir des effets en comparant ici, par exemple, donc le Ancel iFlex 11900, l'état neuf, et puis une exposition au Super Edge pendant 6 heures. Donc on voit une baisse de 37%. Donc dans 18 cas sur 24, on a bien une baisse de résistance à la perforation, mais sur ces 18 cas, il n'y en a que 5 qui passent le seuil de signification statistique. Donc ça, c'était, je dirais, la première étape. On a bien constaté un effet qui a été difficile à détecter, et vous allez voir par la suite, là, on peut l'expliquer en partie, parce que le matériau d'induction des 2 gants qui étaient utilisés dans les entreprises, à la fois du nitrile ou du polyuréthane, il s'avère que ce sont des gants assez résistants aux fluides de coupe. Donc l'effet détecté, on l'a détecté dans les pires conditions, je dirais. Donc là, avant d'aller en entreprise, on a essayé de choisir les meilleurs gants possibles. Donc ça s'est basé sur des expériences de gonflement pour les polymères qui enduisent les gants. Ça ressemble à peu près à ça, les expérimentations. Donc on va exposer nos différents carrés de polymères pendant des temps variables. Et puis à chaque fois, mesurer le gonflement. Dans notre cas, ça va revenir à peser le petit morceau de polymère à des temps particuliers. Ces polymères, on va les faire tremper dans 10 huiles ou 10 fluides de coupe différentes, incluant celles qu'on avait déjà utilisées en laboratoire. On a rajouté 4 huiles standards ASTM, c'est-à-dire qui sont caractérisées dans leur composition. Et puis 3 de plus qu'on est allé acheter dans des drogueries ou des magasins type Rona. La deuxième chose qu'on a fait, c'est on peut faire des expériences de gonflement, constater le gonflement, mais il sera encore mieux de pouvoir essayer de l'expliquer. Donc pour essayer d'expliquer ça, on a caractérisé les membranes avec les paramètres de solubilité de Hansen. Ces paramètres de solubilité de Hansen, sans rentrer dans le détail, ça va nous aider à comprendre les interactions entre le polymère et puis les fluides de coupe. Ça va traduire la nature des interactions entre le fluide de coupe et puis le polymère.
Et on a ensuite caractérisé les fluides de coupe avec différentes propriétés. Et je dirais que de manière générale, on a essayé de trouver des grandeurs faciles à calculer ou faciles à mesurer et qui se rapportent souvent à ce qu'on utilise dans la caractérisation des produits pétroliers, du fait de la composition même des fluides de coupe. On avait des gonflements expérimentaux, on avait des produits de caractérisation. On a essayé d'associer les deux à travers une fouille de données et on est resté assez simple. On a utilisé une régression linéaire multiple pour identifier les déterminants du gonflement en laboratoire. Sachant que nous, ce qu'on cherche à avoir, le postulat de base, c'est que si le polymère qui enduit le gant ne change pas, est assez inerte, on peut espérer, en tout cas la contribution du polymère, on peut espérer que la résistance mécanique va moins changer. Donc ce que vous voyez ici, c'est extrait des cinétiques de sorption qu'on a fait dans les fluides de coupe, et on se rend compte rapidement, là, alors à 504 heures, ça veut dire 21 jours d'exposition, c'est beaucoup, mais c'est pour essayer de rendre le phénomène un peu plus clair, que le butyl et le latex sont les polymères qui gonflent le plus, donc a priori qui ont plus de chances de changer de propriété, et peut-être d'impacter la résistance mécanique. Donc on a laissé de côté ces deux-là, et on se rend compte que pour les 4 autres, on a des gonflements inférieurs, mais quelquefois même des rétrécissements. Donc au lieu d'absorber de l'huile uniquement, on va pouvoir peut-être extraire des choses qui étaient déjà présentes dans le polymère, et donc changer aussi ses propriétés. Le bilan dans tout ça, c'est que les plus inertes ont été identifiés, ce sont les gants nitrile et les gants en polyuréthane. Que nous a apporté la régression ou l'analyse multilinéaire? Alors, je vous passe sur les détails, c'est-à-dire les prérequis pour pouvoir réaliser ce genre d'analyse dans les meilleures conditions. Mais on a réussi à relier le gonflement à différentes propriétés. Les deux premières propriétés, ce sont les paramètres de solubilité de Hansen du polymère. Et la troisième propriété, c'est la constante de viscosité-gravité. Encore une fois, sans rentrer dans le détail, cet élément-là, c'est admis dans le milieu du pétrole, c'est que ça va nous aider à connaître le pouvoir solubilisant d'une fraction pétrolière. Donc là, on se rend compte que si le VGC augmente, avec le signe plus ici, le gonflement va augmenter, ce qui veut dire qu'on a une cohérence physique sur le phénomène attendu. De la même manière, ce paramètre de solubilité d'Hansen, il va traduire les interactions non polaires. Alors, s'il augmente, ça veut dire que le gonflement augmente, et ça, c'est cohérent parce que notre fluide de coupe, de manière générale, est apolaire. Donc, si on augmente la polarité du polymère dans un fluide polaire, on va augmenter les interactions et on risque de favoriser la solubilisation du polymère dans le fluide de coupe. Et à l'inverse, ce paramètre, quand il augmente, qui va traduire des interactions polaires, quand on a un composé apolaire et puis un polymère apolaire, ça va avoir l'effet inverse. Donc encore une fois, tous les paramètres, je dirais, de qualité sont remplis, et le point majeur, c'est qu'on arrive à expliquer 74% de la variation du gonflement en utilisant uniquement ces trois variables et puis cette équation. Donc encore une fois, nous, on n'essaie pas de prévoir le gonflement, on essaie de l'expliquer en trouvant ou en identifiant des déterminants simples. Donc constante de viscosité-gravité pour le fluide de coupe. On a aussi changé cette approche en mettant la densité, puis ça marche également. Même si on ne cherche pas à reproduire ou à prévoir, je vous présente quand même les profils qu'on a obtenus avec le modèle qu'on a obtenu. Donc ici, c'est le modèle qui nous donne les réponses, et puis ici, c'est la réalité. C'est important à regarder. Je dirais que quand on regarde soit le mesurer, soit le calculer, la conclusion reste la même malgré tout, c'est que le nitrile et le polyuréthane sont ceux qui présentent le moins de gonflement ou de rétrécissement, ce qui, quelque part, confirme un peu les hypothèses uniquement expérimentales. Donc ça, c'était la base pour choisir les gants de protection à tester en milieu de travail. Donc, on va choisir des gants avec un polymère notion qui est soit le nitrile, soit le polyuréthane. Et donc arrive maintenant l'étape qui s'est produite en entreprise que Chantal va vous présenter. Donc, on arrive à la dernière étape du projet qui était de choisir des gants de protection pour les entreprises partenaires et de mesurer les propriétés des gants usagés. Donc, je vous présente ici comment on a procédé pour la sélection des gants. On est allé de manière itérative. Donc, d'abord, on a fait une fouille sur les sites web des manufacturiers. On a parlé aussi aux représentants des manufacturiers pour trouver des gants qui étaient applicables pour l'usinage du métal, dont la protection à la coupure était au moins d'un niveau 2 et plus, et, comme Ludovic vous l'a présenté, qui étaient enduits soit de nitrile ou de polyuréthane pour l'exposition aux huiles de coupe. Donc, de ça est sorti une sélection de 50 modèles de gants. Ensuite, on a présenté ces modèles de gants
aux intervenants des deux entreprises. On avait au moins la moitié de ces gants-là, on avait les échantillons avec nous, donc ils pouvaient les essayer. Puis en connaissant les tâches que les travailleurs doivent faire dans les différents postes de travail, bien, ils ont été capables d'évaluer un peu le potentiel d'application de ces gants-là en termes de confort, de dextérité. Donc, de ça est ressorti une sélection de 18 modèles de gants. Ensuite, on a pris ces 18 modèles de gants-là et on a mesuré leurs propriétés à 9. Puis, on a sélectionné 7 gants de protection pour lesquels les propriétés à 9 des nouveaux gants étaient soit meilleures ou égales à celles des gants déjà utilisés dans les milieux de travail. Donc, je vous présente rapidement les 7 modèles de gants. Vous avez dans le tableau, ici à gauche, les caractéristiques des gants sélectionnés pour l'étude. Et vous avez dans le petit tableau à droite les gants qui étaient déjà utilisés dans les différentes entreprises. Donc, pour l'entreprise A, secteur des screws, on avait 3 gants de protection qui ont été choisis. Puis comme vous voyez, le gant vert, le Maxicam Cut, lui, il remplaçait le gant Ansell Icron que vous voyez à droite. Puis on avait 2 autres modèles de gants, Maxi Dry puis le Atlas 377, qui, eux, remplaçaient les gants jetables en nitrile. Ensuite, dans la même entreprise, mais d'un autre secteur, le secteur ligne, on avait aussi 3 modèles de gants, dont un qui était commun avec le secteur précédent. Donc, on avait encore le Atlas 377 et le J-Tech, puis un gant Ansell PowerFlex, le 80813. Et ces 3 gants-là remplaçaient le gant Ansell iFlex 11624. Et pour l'entreprise B, on a aussi 3 modèles de gants de protection qui venaient remplacer le gant Superior Touch, le gant blanc que vous voyez en bas à droite de l'écran. Donc, tous ces modèles de gants-là sont essentiellement basés sur la même technologie, c'est-à-dire que c'est des tricots qui sont enduits soit de nitrile ou de polyuréthane. Donc, l'objectif du programme d'usure en milieu de travail était double. D'abord, c'était de comparer les propriétés des gants usagés à celles des gants neufs, mais aussi d'évaluer si les gants de protection répondaient bien aux besoins des travailleurs. Donc, pour chaque entreprise, les travailleurs ont testé les 3 modèles de gants. On leur donnait un maximum de 4 jours d'utilisation des gants. C'est une question logistique. Donc, grosso modo, ils avaient un gant par semaine. Et au bout de la semaine, ils répondaient à un court questionnaire Q1 que vous voyez ici sur l'appréciation des gants. Et ils mettaient leurs gants dans des sacs Ziploc. Et tous les sacs nous étaient envoyés au laboratoire. Puis nous, on les mesurait. On mesurait leurs propriétés dès la réception des sacs. Donc, au bout de 3 semaines, ils avaient testé leurs 3 modèles de gants. Ça, c'était la série d'essai numéro 1. Et on répétait cette série-là pour une série d'essai numéro 2. Et même pour l'entreprise B, on a fait 3 séries d'essais. Après toutes les séries d'essais, les travailleurs répondaient à un questionnaire Q2 qui était essentiellement de comparer les gants de protection entre eux. Pour l'analyse des propriétés de coupure et de perforation sur les gants usagés, ça a été fait de la même façon que ce que Ludovic vous a présenté. Donc, il y avait des analyses de variance mixte non linéaire pour la résistance à la coupure et des analyses de variance pour la perforation suivies d'une comparaison multiple pour les cas individuels là, des gants neufs versus les gants usagés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces analyses-là ont été faites vraiment par groupe. Donc, l'entreprise A, secteur screw, l'entreprise A, secteur ligne et l'entreprise B. Au total, il y a 34 travailleurs qui ont participé aux essais. Puis, on a fait, comme vous voyez, une grande quantité de tests sur 270 échantillons. Ici, je vous présente les raisons indiquées par les participants pour avoir cessé l'utilisation des gants. Si je vous le présente, c'est parce que ça illustre bien l'état dans lequel on recevait les gants au laboratoire. Donc, par exemple, pour l'entreprise A, secteur screw, la majorité des travailleurs ont testé les gants durant le maximum de 4 jours qui était alloué pour les tests. Mais la deuxième raison, c'était que les gants étaient trop imbibés d'huile. Et effectivement, quand on recevait les gants, ils n'étaient pas très usés, mais extrêmement imbibés d'huile. Pour l'entreprise A, secteur ligne, une des raisons mentionnées, à part le maximum de 4 jours atteints, c'était que les gants étaient trop sales. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette entreprise-là et ce secteur-là, les travailleurs, après leur tâche qu'ils avaient à faire, ils devaient placer des pièces dans des boîtes de carton. Donc, ils salissaient facilement les boîtes de carton, puis c'était un enjeu pour eux. Donc, effectivement, les gants n'étaient pas si usés, mais ils étaient salis par l'huile de coupe qui se retrouvait sur les pièces. Et dans l'entreprise B, il y a près de la moitié des travailleurs qui ont mentionné que l'enduit était soit usé, pelé, ou les gants étaient percés, déchirés. Et effectivement, les gants qu'on a reçus étaient extrêmement usés mécaniquement, je dirais.
Donc, ici, je vous présente les résultats. C'est un peu du même format que ce que Ludovic vous a présenté pour la partie de la contamination en laboratoire. Donc, vous avez un graphique qui présente la résistance à la coupure en fonction de tous les gants pour chacune des entreprises. En rouge, c'est les gants neufs et en bleu, c'est les gants usagés. Et vous avez en haut à droite l'analyse de variance qui a été effectuée pour la coupure. Donc, comme vous pouvez voir, l'analyse de variance a été faite séparément pour chaque groupe, comme je vous l'ai mentionné. Évidemment, le gant a un effet, comme on l'a mentionné tout à l'heure, mais l'état du gant, aussi l'état dans lequel le gant se trouve, a eu un effet significatif pour l'entreprise A, secteur screw seulement. Il y avait trop de variabilité dans les données pour qu'on puisse détecter des effets significatifs pour l'état du gant dans les deux autres cas. Mais grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une baisse de résistance qu'on observe, qui n'est pas nécessairement significative, mais dans 7 cas sur 9, puis la baisse varie entre 6 et 33 %. Oui, donc on me dit que j'ai seulement 5 minutes. Je vais essayer de me dépêcher. Ça, c'est les résultats pour la perforation. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est qu'il y a une baisse de résistance dans tous les cas, qui variait de 4 à 49 %. Et il y a eu 4 cas significatifs. La significativité a été démontrée par les tests post-hoc toqués. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour la perforation, les fluides de coupe modifient la résistance à la perforation de manière significative. L'appréciation des gants en milieu de travail, vous avez ici un graphique qui présente l'appréciation moyenne donnée par les participants sur différents critères. Là, je ne vous les mentionne pas ici. On avait 3 niveaux, donc 1 faible, 2 acceptable et 3 excellent. Donc, plus la valeur est élevée, plus le gant était apprécié par les travailleurs. Et on leur posait aussi la question, êtes-vous prêt à adopter ce gant pour votre travail? Donc, ce qu'on retient, c'est que dans l'entreprise A, secteur screw, il y a 2 modèles de gants qui ont été acceptés à l'unanimité par les travailleurs. Dans l'entreprise A, secteur ligne, les gants n'ont pas été très bien acceptés, dont celui-là qui a été refusé à l'unanimité. Et dans l'entreprise B, il y a ce gant-là ici qui a montré un certain intérêt pour la moitié des travailleurs qui l'ont testé. Ici, c'est un exemple d'avantages, d'inconvénients qui étaient indiqués par les travailleurs. Donc, rapidement, pour le gant Maxicam-Cote, le gant vert que vous voyez, s'il a été apprécié, c'est parce que non seulement il protégeait tout aussi bien de la coupure et de la chaleur que leur gant habituel, mais en plus, il était beaucoup plus souple et il offrait une meilleure dextérité. Pour l'autre gant, dans l'entreprise A, secteur ligne, le gant était tout aussi durable que leur gant habituel et il salissait tout autant les boîtes de carton que leur gant habituel. Donc, ils n'ont pas trouvé un avantage marqué à utiliser des nouveaux gants. Ils ont préféré utiliser leur gant habituel. Pour l'entreprise B, pourquoi les réponses étaient partagées? Notamment parce qu'ils devaient utiliser de la laine minérale dans leur processus et la laine ne passait pas à travers les nouveaux gants qui avaient été choisis, mais elle passait à travers les anciens gants. Donc, ceux qui travaillaient avec la laine préféraient utiliser les nouveaux gants. Par contre, dans d'autres situations, il était très glissant avec une espèce de savon qu'ils utilisaient. Donc, dans ce cas-là, ils préféraient utiliser leurs gants habituels. Donc, pour conclure, les fluides de coupe ont un effet sur la résistance mécanique des gants. On l'a démontré par la contamination en laboratoire. Ça a été noté notamment pour la perforation. Puis, on l'a constaté aussi en milieu de travail. Évidemment, en milieu de travail, la diminution a été vue après 1 à 4 jours d'utilisation seulement. Il faut comprendre que l'usure en milieu de travail n'est pas compte seulement de la contamination, l'exposition aux fluides de coupe, mais également de tout ce qui est les conditions environnementales, l'usure mécanique, etc. Il y a plusieurs limites à la méthode d'essai. Je ne vais pas toutes vous les mentionner, mais entre autres, la contamination en laboratoire n'est peut-être pas nécessairement représentative de ce qu'on retrouve en milieu de travail. C'est quand même une contamination assez simple. Et il y avait évidemment toute la variabilité des données, la variabilité des gants de protection eux-mêmes parce qu'ils sont très hétérogènes, mais également la variabilité dans l'utilisation des gants. Les polymères d'induction ont pu être classés selon leur résistance aux fluides de coupe. Donc, le nitrile et le polyuréthane sont plus résistants que le PVC puis le néoprène, qui, eux, sont plus résistants que le butyl et le latex. Puis, il y a des paramètres clés que Ludovic vous a présentés qui peuvent expliquer jusqu'à 74 % du gonflement. Puis, ces modèles-là pourraient être utilisés éventuellement pour évaluer le gonflement sans avoir à faire des mesures en laboratoire, qui sont quand même des mesures assez longues à faire. Au niveau de l'acceptation des gants, bien, ça dépendait des cas de figure, soit que c'était accepté à l'unanimité, refusé à l'unanimité, ou parfois c'était partagé dépendamment des postes. Et ce qu'on ressort aussi de ce qu'on a fait sur le terrain, c'est que la participation des travailleurs est extrêmement importante dans la sélection des gants puis dans l'évaluation.
Il n'y a pas de gants universels qui fait dans toutes les situations. Donc, parfois, il faut vraiment privilégier des gants spécifiques pour chaque poste. Puis, les essais des gants pourraient se faire peut-être sur une plus longue période que ce que nous, on a fait pour permettre aux travailleurs de se familiariser un peu plus avec les gants. Donc, en recommandation finale, favorise le polyuréthane et le nitrile. Je vais peut-être revenir un peu sur le choix du type de gants. Il faut aussi tenir compte, par exemple, de la surface d'induction, dépendamment de l'exposition, si elle est importante ou non. On va privilégier soit l'induction de la paume du gant seulement ou le gant au complet. Aussi, le niveau de protection initiale, c'est-à-dire que ce qu'on a des manufacturiers, c'est la résistance mécanique des gants à neuf. Mais étant donné qu'on a vu que la résistance mécanique diminue de peut-être 20 grosso modo, peut-être un peu moins, un peu plus, après l'usure et l'utilisation, bien, peut-être privilégier une protection légèrement supérieure au départ pour que même en diminuant, le niveau de protection soit quand même adéquat pour les postes de travail. Puis aussi, juste pour terminer, puis ça rejoint un peu la présentation précédente, c'est qu'il y a une équipe dans un institut de recherche en Pologne, l'équipe de Hirmanska, qui ont trouvé une méthode d'essai pour mettre à l'épreuve les gants de protection en tenant compte de différents facteurs, donc les fluides de coupe, mais aussi les contraintes mécaniques qui font du stretching, la sueur aussi, qui simule comme si les gants étaient portés par les travailleurs dans des conditions environnementales contrôlées. Puis tout ça, ça favorise l'estimation de temps de service. Donc je pense que ce type de recherche-là, incluant ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, Ludovic et moi, et ce que Ludovic vous a présenté ce matin, je pense que ça ouvre vraiment la voie à une meilleure prise en compte du temps de service ou des conditions réelles d'utilisation pour estimer la performance des gants de protection. Je pense que je vais m'arrêter ici, mais je voudrais remercier quand même les membres du comité de suivi du projet et les représentants des 2 entreprises partenaires, ainsi que les travailleurs qui ont participé au projet, et tous mes collègues de l'ETS et de l'IRSST pour la réalisation du projet. Merci beaucoup.